Alors, on part sur une autre. Qu'est-ce que c'est ça? Euh, alors, courage ou conscience, mais vous en avez déjà parlé peut-être, à moins que vous... Bon, on va en prendre une autre. Euh, ah oui, ça c'est une très belle expérience. C'est celle de Hélène de la Fiori qui a accepté enfin qui a proposé d'être un cobaye humain. C'est génial ce qu'elle a proposé. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, ouais, vas-y. Oui, On l'a découverte en regardant, elle nous a envoyé une petite émission quoi qu'elle faisait. Et elle nous dit, mais moi, je veux proposer justement à à tous ceux qui proposent des injections, des expériences, le justement, vaccin. des vaccins, de la faire avec moi. Elle dit, moi, je vais prendre la dose que eux proposent pour des adultes, enfin que, voilà. Elle avait fait tout Même un pour les bébés, je crois, même pour calcul. les bébés. Voilà, parce que c'était les injections qu'on faisait au bébé. Et alors, elle a multiplié pour que ce soit fait pour un poids adulte. Et elle dit, bah, écoutez, puisqu'il n'y a aucun problème, je vais me faire injecter, mais j'invite les ministres aussi, et puis tout le personnel, n'est-ce pas, haut placé, à le faire avec moi. Donc, on a trouvé quand même que c'était très sympathique de faire cette proposition, parce que je me dis, c'est vrai, hein, c'était quand même une Ouais. idée intéressante, bien qu'elle n'ait eu aucune réponse, évidemment. Et, C'est ça. Elle parle d'Agnès Buzyn, etc. Donc, je oui, reviens au film, là, parce que je veux dire, ce film, moi, m'a énormément, j'ai pas chamboulé, réveillé. Enfin, je suis déjà réveillé, mais encore plus réveillé, parce que moi, je l'ai regardé à 5 heures du matin, ma douche à l'eau glacée était bonne aussi, hein, pour les endorphines, que j'ai prises aussi. Mais j'ai dû m'arrêter au moins 3 ou 4 fois, hein, en regardant ce film, parce que je prends des notes, mais oui, j'ai pleuré, j'ai dû pleurer 3 ou 4 fois aussi, oui, tellement c'est beau. Donc, je voudrais vraiment souligner ce travail magnifique que vous avez fait tous les deux, et trois d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu mieux comment c'est construit ce film? Parce que c'est pas tellement votre métier, en tout cas, de faire des films. et c'est Antoine qui Ah, tenait la caméra en plus. ouais. Mais Ben, nous avons été à un congrès, c'était en Haute-Savoie, un congrès où il y avait des auteurs qui nous intéressaient, des personnes qui nous intéressaient. Euh, on a pris la caméra et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à interviewer des personnes comme Vandana Shiva, comme Seralini, Serralini aussi, le professeur professeur Serralini. Seralini, biologiste. On a pu interviewer Marianne Sébastien, qui participait à ce congrès. Et ah oui, oui, Et le professeur Serralini, c'est le seul qui a réussi à avoir des procès, gagner ses procès contre Monsanto. C'est quand même énorme. Il a analysé les cordons ombilicaux des bébés à la naissance, quoi, des nouveau-nés. il va y avoir des questions là-dessus. Voilà, Hein. ouais. Donc ça a commencé comme ça. Et après, nous avons aussi profité de notre voyage au Québec pour aller voir Et après, qui, en Suisse, c'était qui plus facile. l'entoure. Arrêtez de vouloir contrôler avec mon mental. C'est un changement de gouvernement. On passe du gouvernement de l'intelligence au gouvernement de la conscience. C'est vraiment un revirement absolument complet et ça demande un abandon. Autant on a appris qu'il fallait contrôler, prévoir, tout déterminer, organiser, eh bien c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Tous nos acquis qu'on a fait avec notre belle intelligence, ils ne servent plus à rien. C'est de les laisser aller. Et ça demande du courage. Oui. Et la Suisse, bah, nous sommes Ouais. pas loin, hein, on a été en Suisse aussi. Donc ça a commencé par ce congrès où il y avait plusieurs auteurs qui nous ont dit waouh, donc on va aller les interroger. Et ça a commencé comme ça. Mais moi, j'avais quand même l'idée de le faire, déjà au départ, parce que quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, c'est un livre où, après ça, enfin, je veux dire, où j'avais déjà tout perdu. Parce que
donc j'étais comme ces lanceurs d'alerte, mais toute seule, quoi, en fait, aussi, comme eux. Et je me suis dit, mais enfin, où ils sont passés les autres? Il faut que j'ai envie de les voir, j'ai envie de les rencontrer, de connaître leur histoire, de voir comment ils s'en sortent. Et puis de s'apercevoir, en fait, que ben, on est pour l'instant trop peu nombreux. Donc, dans les lanceurs de vérité, mais que ça vient quand même. Il y en a de plus en plus, mais qu'on a besoin d'être solidaires. Parce que sinon, effectivement, et c'est ça qui a fait qu'au départ, on s'est dit, bon, et là, toutes les portes se sont ouvertes. Je pense que quand on a eu l'idée, bon, moi, j'avais envie de le faire parce que j'avais eu vraiment pas mal de problèmes avec ce livre. Et ça faisait partie des 3 premiers, quoi, livres avec Van Helsing, Guy Lanctot et moi après. Mais c'était les premiers, quoi, en fait, livres sur le sujet. Et tout ce qui est dans ce livre se réalise maintenant. C'est ça qui est incroyable, quoi. Et c'est ça. Et donc, voilà, quoi. Ça a commencé. Je trouve que ça a été facile après, parce que c'est comme si les portes s'ouvraient. Puis alors, on rencontrait une personne, elle me disait, oui, mais bon, on connaît aussi quelqu'un qui pourrait vous renseigner à ce sujet-là aussi, qui pourrait être intéressant, que vous pourriez interviewer, tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et on a eu quand même un excellent monteur. Oui, on dit monteur, je pense. Hein. Oui, Celui qui a fait le montage, il était extraordinaire. C'est Et la très musique, bien fait. le couple qui ont fait le montage et la musique, c'était fabuleux parce que c'est vrai que c'est eux qui ont fait en sorte que ça prenne forme, quoi, que ça soit beau. Ah ouais, puis voilà, on ne lâche pas, quoi, on s'ennuie pas. Voilà. J'en ai tout écrit. Là, Et non, c'est un très bon film. Très bon film, très bien réalisé, hein, très bien réalisé. Et je vous dis, moi, je me suis arrêté plusieurs fois, tellement il y a d'émotions. Mais alors, justement, comment il se porte, ce film? Parce que finalement, un film, c'est peut-être plus facile à voir, puisqu'on peut le louer, donc comme je l'ai fait, pour 4 euros, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est à la portée de tout le monde et c'est bien aussi de le louer parce que on peut s'arrêter, dire oh là il faut que je respire un peu là, tu vois, ou je prenne un verre d'eau ou que je pleure, etc. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel ce film. Alors je voudrais que maintenant vous me parliez de comment est-ce qu'il a été vu dans des salles, est-ce qu'il est venu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ce film soit. Alors le problème c'est qu'il est sorti au moment du Covid. Ah, voilà. Donc, on a fait 2 salles de cinéma où ça s'est très bien passé. Et puis, tout d'un coup, plus possible. Donc, on a été coincés. Donc, on l'a mis sur Vimeo. Enfin, il est toujours sur Vimeo, d'ailleurs. Et puis après, ben voilà, il a fallu attendre que on puisse retourner. Et maintenant, c'est plus des associations qui le proposent. Donc, on passe dans des endroits associatifs, tout ça. Mais c'est vrai que bon, ben, sa sortie a été coupée par cette histoire-là, en fait. En fait, c'est la même chose, je m'excuse de te couper, c'est la même chose qui m'est arrivé avec mon livre Vivez votre voix en pleine présence, parce qu'il est sorti chez La Nord au tout début, justement, et il n'y a eu aucune promotion. Donc maintenant, je décide de le refaire. Donc je parle de votre film, parce que moi, je voudrais vraiment faire quelque chose pour ce film. Donc je ne sais pas si je ne vais pas proposer ici qu'il soit vu dans une salle. Est-ce qu'il a été vu en salle au Québec? Non, justement. Parce qu'on a Voilà. au Québec depuis, donc du coup, c'est une bonne idée. Ah oui, il faut faire ça. Il faudrait que vous veniez à la suite, que vous veniez à la suite une projection. Voilà, franchement, pour montrer la force de ce film, c'est que même moi, ça me fait ce que disent les Québécois, on va se lever debout. Hein. On se lève debout. Oui, surtout qu'on est au Québec, c'est vrai, bon, on aime bien. Ouais. Et franchement, moi, j'essaye de. Je ne vais pas culpabiliser, mais je dis, OK, je fais tout ce que je peux avec ma chaîne aussi pour qu'il y ait le plus de monde possible qui partage. Mais peut-être que c'est en présentiel aussi, c'est bien. Et puis, un film, voilà, il y a beaucoup de gens qui lisent pas, qui lisent plus parce que ça demande un petit effort quand même. Aller au cinéma, ça va, c'est plus facile. Donc, et là, franchement, ça vaudrait la peine. Je vais y réfléchir. Hein, on va essayer de trouver un moyen pour que. Ah ouais, je serais très heureux et c'est la preuve que ce film est un booster d'action parce que voilà, c'est pas si simple de se mettre en action. Ce que j'allais dire justement, c'est ce qu'on a voulu, c'est à la fin, je trouve au début ça commence forcément c'est dur quoi, mais à la fin
les gens se disent, mais c'est parce que, enfin, d'ailleurs, la dernière parole que je dis, c'est, bon, ils sont puissants parce que nous sommes à genoux. Est-ce que vous vous sentez bien vous-même dans votre histoire? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce que vous vous dites, à un moment donné, ben non, je préfère dire ce qui se passe, que quelque chose au moins puisse changer pour que la planète change. Cette planète, elle n'est pas seulement pour nos 60 ou 80 ans d'années de vie, elle est aussi pour d'autres, elle est aussi pour la suite, elle est aussi pour maintenant ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment important. Donc je me dis, peur de quoi? Peur d'avoir des salaires qui nous rendent en fait esclaves, où on est toujours en train de se dire qu'est-ce qu'on va acheter, ou on travaille pour qui, on travaille pour quoi? Il y a plein de questions à se poser. Et je me dis, posez-vous, posons-nous les bonnes questions pour savoir si vraiment on a envie que quelque chose change. Voilà. Et en fait, et à ce moment-là, les personnes s'aperçoivent, parce qu'à la fin, plus on progresse, plus les intervenants, donc ceux qu'on interviewe, sont rayonnants, je trouve, parce que en fait, ils disent, mais non, quand je leur dis, si c'était à refaire, quand on leur demande, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Parce qu'il y en a qui ont tout perdu. Je veux dire, par exemple, le couple italien, là, c'était des chercheurs qui avaient des microscopes extraordinaires et tout. On leur a tout cassé, on leur a tout enlevé. Et elle dit, mais c'est comme si 40 ans de carrière, je veux dire, c'était réduit à néant. Mais c'est ce qui va se passer maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réduites à néant parce qu'on doit passer à autre chose. Donc, c'est bien de le voir, mais c'est bien aussi de voir que ces gens-là, eh ben, par exemple, elle, on lui demande, est-ce que vous referiez ça? Ben, elle dit, mais oui, bien sûr. Même si c'était pour une personne, je le refais. Et elle a perdu ses amis. Elle dit, on a perdu nos relations. C'était pas des vrais amis, c'est sûr. Mais elle a perdu des relations, elle a perdu son travail. Et Motargeni, par exemple, en Suisse, elle dit, c'est incroyable, quoi. Elle s'occupe de Nestlé. Ils l'ont fait venir exprès. Je veux dire, ils l'ont désembauchée de l'OMS, je pense, où elle travaillait, pour arriver chez Nestlé. Comme son travail, c'était de s'occuper sécurité de la sécurité alimentaire, quoi. La sécurité alimentaire qui est absolument pas respectée chez Nestlé. Et elle a fini par être mise au banc et elle dit, c'est comme si on m'avait enlevé 40 ans de recherche et de travail, quoi. Et elle était en dépression quand on l'a interviewée, mais elle dit, c'est fou, quoi. Mais tous ont dit, il y en a qu'un qui a dit, oh non, moi je ne le referai pas, c'est le mari italien, là. Mais tous les autres ont dit, mais bien sûr, on serait prêt à le refaire. Peut-être pas de la même façon, peut-être, mais on le referait. Alors qu'ils sont en pleine difficulté quand même. Et... Vous avez peut-être vu passer mon chat, là, parce que... Vous avez vu la queue qui passait? Un petit bout de la queue du chat. Alors, je vais prendre une autre question. Ah, voilà, ça c'est intéressant. C'est la question d'être isolé, comme c'était le cas de Karim, versus le réseau. Donc, voilà, ça me paraît très, très important. Comment ça se passe avec les réseaux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Les réseaux. D'être en réseau, quoi, oui. D'être en réseau. De ne pas être tout seul. Ah, d'être en réseau. Oui, de ne pas être tout seul. Pardon. Ouais. Les réseaux se sont réveillés. Il y a de plus en plus de réseaux suite aux 2 années difficiles que nous avons vécues dans l'isolement et dans des enfermements vraiment inutiles qui étaient complètement contre toute logique et même non scientifique. Et là, les réseaux commençaient à se composer, à se former pour pouvoir s'entraider et en cas où il y a une catastrophe qui arrive. D'ailleurs, je ne sais pas si au Canada, au Québec, il doit y avoir aussi des formations de réseau. Hein. Ben nous, on en connaît. Au Oui, Québec, oui. du côté, dans les Laurentides, par exemple. Oui, avec Jean-Jacques Crèvecoeur, tout ça. Ouais. Alors, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, il y a la Belle Verte aussi, qui est un endroit où il y a des gens qui se rassemblent. Enfin, oui, on en connaît quelques-uns, c'est Ouais. quand même. Et voilà.
les réseaux en France aussi, hein, avec Solaris, c'est très répandu, hein, autour de nous, dans les villes. Et voilà, on s'entraide, on prend les qualités des uns et des autres pour pouvoir faire profiter les autres. C'est depuis l'histoire du Covid. On crée des sociétés, des micro-sociétés hors société qui n'ont plus rien à voir avec la société habituelle. C'est ça, je dis. C'est comme des réseaux d'entraide où il pourra y avoir de l'échange quand l'argent disparaîtra. J'ai reçu quand même je veux dire, avec mes contacts, j'ai pu voir que à un moment donné, l'argent, ça sera vraiment comme la glace au soleil, quoi. Et puis les diplômes, et puis tout ce en quoi on croit. Il faut pas avoir peur de perdre nos vieilles structures parce qu'elles sont vraiment toutes en train de mourir. On peut plus se baser sur ça. Donc, il faut créer du nouveau, ok. Mais c'est peut-être même pas ce nouveau-là qui va prendre place. Mais au moins, je veux dire, être solidaires les uns avec les autres. C'est-à-dire que on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'on désolidarise les gens. Et c'est pour ça. Donc, on crée la peur. On les isole. On crée la peur. On va leur apporter des solutions après, qui sont effectivement des solutions qui ne concernent que certaines personnes, quoi. Donc, et on est en train, justement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre conscience de ça et qui, chacune à leur niveau, font ce qu'elles peuvent faire, quoi. Mais on n'est pas obligé de vivre en communauté, quoi. Mais c'est ça. Là, c'est Gilles-Éric Serralini qui, à propos de la biologie moléculaire, qui révèle plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Serralini, professeur Serralini, c'est l'un des chercheurs purs, hein, et a commencé à examiner le sang dans le cordon ombilical des nouveau-nés. Et il a trouvé qu'il y avait 400 polluants, dont les 3 plus fréquents appartiennent à Monsanto. Et vous imaginez quand même une mère qui va manger normalement va introduire chez le bébé des substances polluantes déjà et nocives. Donc, on est de naissance, on est avec déjà des toxines dans le sang. Et Serralini, tout de suite, il y a eu une cabale des gens spécialisés dans la diffamation qui sont payés par les grands industriels comme Monsanto, qui sont payés pour diffamer. Alors, et ils commençaient à dire ouais, c'est pas vrai, c'est des mensonges, etc. Mais dans les journaux, diffamation, et lui, il a tenté des procès contre eux. Ils n'ont pas pu montrer que c'est faux, mais lui, il a montré que c'est vrai ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé, c'est ça. Et il a gagné. Et ils n'ont pas pu montrer s'ils sont en train d'avancer comme diffamation, comme insulte, que ce n'est pas vrai, etc. Vous voyez ? Et il a gagné plusieurs procès comme ça contre les diffamateurs et qui sont partout. Dans la désinformation, maintenant. Elle est organisée, leur désinformation. Elle est organisée actuellement dans la désinformation et non pas information. L'information, elle est biaisée, elle est fausse. Et il n'y a que des choses. Si l'on veut savoir qu'est-ce qui n'est pas vrai, on n'a qu'à écouter les informations. C'est ce que je fais des fois. Tiens, je vais regarder Radio-Canada. Puis, top. Rester très longtemps. Bon, Radio-Canada ou autre chose. En tout cas. Mais, allez,
Allez, continuez. Oui, Et, je t'en prie. on les croit, hein, il y a beaucoup de gens qui y croient, qui ferment tout ce qui est annoncé. Et il y a une histoire drôle que j'avais que j'avais vue. C'est un couple qui était en train de regarder la télé, hein, puis il y a la femme qui dit, tu crois, tu penses pas que ils sont en train d'essayer de nous manipuler ou de nous raconter des histoires là, c'est pas vrai, incroyable. Je lui dis, mais non, il l'aurait dit aux informations, ça. La diffamation. Mais non, il l'aurait dit aux informations. Si, si, si. Ouais, mais ça me rappelle même du temps de mon grand-père. Il disait à ma grand-mère, c'est écrit dans le journal. C'est vrai, c'est écrit dans le journal. C'est ça. Par contre, mon grand-père était très drôle parce qu'il n'acceptait pas la télévision. Donc, il se mettait, on mangeait tous, voilà. Il était de dos, il y avait la télévision. Mais on dit, mais papé, tu vois pas? Enfin, il disait, non, non, je vois pas. Et mon père, avec la télévision, moi, j'ai pas eu la télévision quand j'étais petit parce que mon père ne voulait pas la télévision. Donc, j'ai pas été intoxiqué quand j'étais petit. Bien ça. Et quand il disait, c'était le début de la télévision en noir et blanc, et il disait, on aura la télé quand elle sera en couleur. C'est-à-dire jamais, à cette époque-là, on savait pas que ça serait en couleur. Et puis la télévision en couleur est arrivée. Alors on lui a dit, mais papa, tu nous as dit, nanana. Oui, mais on aura la télévision quand elle sera en relief. Voilà. Donc, jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'avais pas la télévision, personne dans la famille. Donc, on pouvait parler à table, au moins, c'était intéressant. Et un jour, il prend, il y a un pompier qui vient pour la tombola, voilà, pour leur tombola, et vous voulez acheter un billet, bah oui. Et puis, il en déchire deux au lieu d'un. Bon, donnez-moi les deux, je vous ai acheté les deux. Bon. Et en fait, le deuxième a gagné un téléviseur. C'est Donc, la télévision est arrivée à la maison, mais on ne regardait pas quand on mangeait. C'était voilà, c'était vraiment bon. Donc, j'ai pas été intoxiqué. J'ai pas été un enfant de la télé. C'est pour ça que l'image dans La Belle Verte, quand Vincent Lindon va poser le Ah oui. téléviseur sur le trottoir. Ou sur le trottoir, oui, oui, oui. Qui c'est qui a touché à mon Walkman? Ah non, j'en ai marre! Qu'est-ce qu'il a ton Walkman? C'est mon émission préférée, c'est tout brouillé! J'en ai trop marre de cette baraque! Tu laisses toujours Sophie jouer avec mes affaires! Il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qu'elle a à la télé? Ça y est, elle a déréglé la télé maintenant! Sophie! Quoi? J'en ai marre de tes conneries! Je t'interdis de toucher à mon Walkman et à la télé! J'ai rien touché, moi. Je t'aimais pas, Raoul. C'est ça, prends sa défense! Si ça se trouve, c'est toi qui l'as déréglé la télé! Vous êtes toutes les deux des manches avec les appareils! Raoul, donne-moi ce Walkman. De quoi? Pourquoi? Donne. Voilà, tout va bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir... Oh! La télé remarche! Et mon Walkman aussi, tu me le donnes? Éteins cette télé, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce que, Éteins. que devient des rapports qui sont à la fois d'amitié? Qu'est-ce qu'il a? Faudrait peut-être qu'il se couche tôt ce soir. Hein. Il doit être fatigué. Il a reçu une petite onde de déconnexion, là, ça secoue quand même. Hein. Une quoi? Petit choc. Non mais t'es fou, on va nous les piquer. Non mais ça va pas, on peut pas les laisser là. Mais comment j'ai pu laisser faire ça? Quoi? On dit que les enfants sont le miroir de leurs parents. Je dois être un sacré connard. Je trouvais ça très fort. Allez, une autre petite question. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai déjà posé cette question, c'est par rapport à l'âme et comment l'entendre. Une autre. Ah, BlackRock. Est-ce qu'on peut parler de BlackRock? C'est possible ou pas? Bah, oui. D'ailleurs, BlackRock et d'autres organismes, c'est eux qui gèrent notre politique de santé, hein, et les retraites, le programme, parce que- les réformes des retraites, tout ça en France. BlackRock, c'est, avec Vanguard, je crois, c'est les plus grands capitaux au monde, avec des Ça. milliards, des 1000 milliards d'argent qui est mis, et il faut qu'il travaille cet argent. Mais C'est ça. comment il faut travailler? Et donc, ils peuvent avoir des actions et des majorités d'actions
dans des grandes sociétés alimentaires, pharmaceutiques, et donc ils ont intérêt à faire fructifier ces capitaux pour donner les intérêts aux participants, aux abonnés qui mettent leur argent. Donc, il y a Alexandre Berthelot, justement, qui est un des interviewés du film. Et oui, c'est lui qui a parlé qui s'en est rendu compte à un moment donné, parce qu'au début, il travaillait il avait 40 personnes sous ses ordres. Avec les appareils, des sociétés qui purifient, qui séparent dans le sang les constituants plaquettes, globules rouges, etc. Donc c'est lui, il était dans une société, un poste très important, et ils ont noté qu'il y a des nanoparticules dans les produits qui sortent de cet appareil pour être transfusés, pour être injectés à des personnes. Et dans le sang, quand il purifie le sang et qu'il tire les éléments séparés du sang pour des usages différents, après, quand ils ont enlevé les plaquettes, par exemple, ils réinjectent le produit au donneur. Donc, dans ce qu'il retire, il y a des nanoparticules, et dans le sang réinjecté à la personne, il y a des nanoparticules. Or, ces nanoparticules sont cancérigènes. Comme Montanari et Gatti, et ils ont trouvé des nanoparticules dans 35 vaccins différents. Et ces nanoparticules viennent des méthodes industrielles pour couper les aiguilles, pour fabriquer. Et donc, les éléments qui tournent et qui frottent industriellement vont lâcher des nanoparticules dans le sang avec la purification pour les plaquettes, et aussi dans les vaccins. Or, et malgré tout ce qu'ils ont fait pour alerter pour ces appareils, comment c'est la société monétique. Il y avait l'opposition, on l'a ostracisé, on l'a isolé et tout ça. Et après, ils ont vu que ces machines appartiennent à des sociétés qui sont tenues par comment ça s'appelle non par BlackRock. BlackRock avait des participations énormes dans ces sociétés. Or, BlackRock, il a vu qu'il était reçu à l'Élysée par notre cher président, et donc, qu'est-ce qu'il peut faire En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, ce sont des personnes qui veulent juste prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En se disant, on va être félicité, ou au contraire, on va tenir compte de ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, ça peut sauver la vie des gens, et c'est des choses banales, quoi. En fait, là, il fallait changer des vieux rouages contre des nouveaux. Enfin, donc, ils n'imaginent pas au départ que ça va créer autant de confusion et autant de problèmes. C'est ça. Ils font leur travail simplement. Ils font juste leur travail correctement. Ils signalent ce qui ne va pas, et là, la machine se met en route. Et là, elle essaie de les broyer parce qu'ils disent quelque chose qui, en fait, touche des hautes sphères qu'ils n'imaginaient même pas au départ. Donc, ils n'ont même pas conscience. C'est comme les Montanari, là, quand ils ont dit, nous, quand on a annoncé ça, c'était juste pour dire, écoutez, les aiguilles font des particules cancérigènes, il faut trouver une autre méthode, c'est tout. Oui. Donc, ils ne voulaient pas être contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. Et là, ils ont vu les gendarmes arriver et leur confisquer leur Microsoft électronique. C'est leur outil de travail où ils peuvent voir les nanoparticules. Et Alexandre, ils leur ont amené. On l'a menacé de mort aussi. Et ils ne pensaient pas du tout que ça allait aller jusque-là. Enfin, au départ, ils n'étaient pas
Je dis, ils n'étaient pas partis pour la guerre, quoi. Mais oui, c'est ça qui est important dans tous ces intervenants-là, que ce soit, je ne me rappelle plus son nom, celle qui était à UBS, là, de la Banque Suisse aussi. C'est tous les gens qui veulent faire leur travail et qui tout à coup disent, bah, je suis payé pour ça, il faut que je montre ça. Enfin, et donc, c'était pas ils n'ont pas dit, je deviens un lanceur d'alerte et puis je vais. Non, 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 pas en du faisant tout. leur travail, en faisant leur travail. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant. On a parlé tout à l'heure de lanceur d'alerte ou lanceur de vérité et que Ouais. le terme lanceur d'alerte est un peu embêtant parce qu'on a l'air de mettre ça que c'est certaines personnes qui sont des lanceurs d'alerte, alors que c'est un citoyen, c'est juste un travail de citoyen. Et il y a, je ne sais plus quel est son nom là, qui a rappelé l'article Mais 13 et oui, il est 14. très bien aussi. Un Oui, oui. avocat, oui. Oui, 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 juriste. Et effectivement, oui, il a rappelé les droits et il dit, il faut qu'on utilise nos droits. Et si on était nombreux à faire notre travail, ça se passerait pas comme ça. Je veux dire, si on C'est est ça. quelques personnes tout d'un coup qui sortent du lot parce qu'elles ont peut-être plus d'honnêteté que les autres et qu'elles pensent même pas qu'elles vont perdre leur travail au départ. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est juste, mais on a l'impression que c'est juste une petite catégorie pour l'instant. Alors que si on était nombreux, ben, je veux dire, Ouais. il y aurait plus ce problème-là. Je pense que le nombre grandit de plus en plus. Oui, je crois. Je crois aussi. Tu l'avais vu d'ailleurs, tu l'avais dit, Anne, dans le précédent interview, tu voyais en sortie astrale, tu avais vu plus de lumière aussi, De hein. lumière. Oui, 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 oui. Et c'était intéressant parce que justement, il y a une personne qui avait fait une NDE qui décrivait ça. On m'a envoyé il n'y a pas longtemps. Et elle disait aussi qu'au départ, elle avait vu du gris autour de la Terre. Elle ne me connaît pas. Non. Et elle voyait la même chose que moi au départ, quoi. Et maintenant, c'est Ouais. différent. Ça Là, change. ouais. Là, j'ai une question à vous poser qu'on coupera peut-être parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Moi, je travaille beaucoup sur ma lumière, justement sur mon taux vibratoire très élevé que je peux mesurer en radiesthésie. Et il s'est passé un truc la semaine dernière. Je dois aller à la police bientôt. Il y a, j'ai un immeuble où il y a sur le toit il y a une piscine, donc c'est très agréable. Donc je prends l'ascenseur, et c'est une façon de m'ancrer aussi. Puis je fais de la méditation dynamique, hein. Je fais 24 longueurs, je travaille mes chakras, j'envoie de la lumière à tout le monde. Bon, bref, c'est mon bain de jouvence et de régénération et de nettoyage. Et c'était 5 heures l'après-midi, le ciel était dégagé, j'étais bien, je me repose, et tout à coup, je vois arriver un drone à 4 mètres de moi, un grand drone, etc., qui me fixe, qui me filme, et je sors mon téléphone, et le temps que je sors, pouf, 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 et hop, il repart vers le centre-ville. Bon, déjà, j'étais un petit peu étonné, mais je dis, bon, après tout, c'est quelqu'un, bon, on n'a pas le droit de faire ça, mais je sais pas. Mais on était le lendemain du 11 septembre. Je dis, peut-être c'est militaire, peut-être c'est la police, peut-être c'est quelqu'un qui s'amuse. Enfin, bon, ça me dérange pas plus que ça m'étonne. Après, je descends chez moi et là, donc, j'étais face à un balcon, voilà, que j'ai aussi, et où je vois, voilà, où je vois le ciel, je suis au 7e étage. Et 3 quarts d'heure après, hein, le drone arrive à nouveau, se plaque devant moi et me filme à nouveau. Il reste 30 secondes. Oh non, pas 30 secondes, 3 secondes. Et là, je sors vite, j'ouvre le balcon pour aller filmer et pouf, il part à nouveau. Et alors, la question, elle est là. Je ne l'ai pas posée à Jean-Claude Bourret que j'ai interviewé. J'ai posé à d'autres, etc. Et il y a une information qu'on m'a donnée, bon, qui me paraît un peu, pourquoi pas, je vous la pose. On m'a dit que la lumière, quand on dégage sa lumière très haut, etc., ça peut, par l'intelligence artificielle, maintenant se capter, se voir. Et je vais interviewer, mais j'ai fait une préparation d'interview avec Nicolas Yard, qui fait partie de Ouais. Nicolas Turban, et il s'est connecté, il m'a dit, c'est militaire, et on te montre que, voilà, on vient te dire bonjour. Un truc comme ça. Moi, je penserais à ça, oui. Ah, merci. Tu vois, que effectivement, bon, ben, On te connaît, voilà, par tes actions, par ce que tu fais, ce que tu dis, voilà. par ce que tu dis, tu fais partie des fichiers, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais, Bon, c'est à l'œil. Ils t'ont à l'œil. voilà.
Bienvenue au club. Donc, je suis très heureux de. Voilà. Moi, je vais quand même aller voir ces gentils policiers parce qu'ils sont très bien au Québec, je trouve. Bon, sauf que Ouais. je me suis fait arrêter une fois à la piscine quand il y avait l'obligation du code QR. Voilà, je n'avais pas de code QR et je suis quand même rentré dans la piscine malgré qu'on voulait pas que je rentre. Eh bien, j'ai dit bon, si vous n'êtes pas content, bah, appelez la police. Et ils ont appelé la police. Et j'étais en train de faire mes longueurs, très énervé. Et tout à coup, je vois deux policiers arriver dans la piscine, un policier et une policière. Et il a osé, le mec, il a osé appeler la police parce que j'ai pas mon code QR. Bon, et en plein dans le bassin, là, une piscine municipale, hein, c'était pas loin, une piscine municipale très grande, couverte et tout. Et là, j'étais énervé, je dis, mais c'est pas possible. Bon, et je nage et je me suis dit, après tout, je suis vieux, j'ai mes lunettes de trucs, je n'entends pas, je vois pas, j'ai de la buée sur mes lunettes, je nage. Et puis alors, je fais ça, bon, je faisais mes demi-tours, et puis au moment donné, ils en ont eu marre, donc ils se sont séparés en deux, il y a la policière qui allait de l'autre côté, et à chaque fois que j'arrivais pour faire mon demi-tour, monsieur, non, j'entends pas, je suis vieux, je nage, j'ai de la buée sur les lunettes. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre, donc la torche éclairante là, dans la figure. Et là, j'ai dit, ah oui, bon, j'ai relevé mes lunettes de plongée. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, monsieur, vous êtes rentré sans présenter votre code QR. Je dis, effectivement, non, il n'est pas question que je montre mon code QR. Bon. Ah, mais monsieur, il faut sortir. Alors, je dis, écoutez, ok, mais j'ai encore besoin de nager. Hein, mon thérapeute me demande de nager, c'est pour mon ancrage. Donc, je vais continuer encore quelques minutes. Il dit, non, non, monsieur, vous devez sortir tout de suite. Bon, je raconte pas la suite, mais c'est un vrai film. Mais bon, oui. mais ils sont très bien comportés. Ben, ils font leur travail. Bon, mais Ouais. mais ça m'a mis plus debout encore, comme je peux dire. C'est-à-dire que maintenant, non, je suis désolé. S'ils remettent le code QR, non, c'est non, non, c'est non. Voilà. Oui. Alors, petite anecdote. Oui. Laurent Claude. Bah, Laurent Claude, c'est celui qui a réalisé le montage et tout ça, hein, c'est ça? Et c'est lui qui est mort il y a un mois, brutalement. Ah oui? Ouais, il a eu une rupture d'anévrisme, mais qui n'était pas due aux injections ni rien, parce qu'il ne les a pas. Mais ouais. Ouais, il est décédé. Ah, bah, je lui envoie. Il a fait du beau travail, on l'entend au tout début avec sa c'est voix sa voix grave. au départ. C'est sa voix. Et il a fait le montage et tout. Et super parce que c'est quelqu'un qui avait un studio pas loin de chez nous. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec lui, quoi. Donc, Quel âge il est parti? 50 ans? 53 ans. Ben voilà, on lui souhaite de bien continuer son chemin et bravo pour le travail qu'il a fait. Alors, c'est encore plus une raison pour louer et acheter ce film. Alors là, mon Dieu, magnifique. Alors, Stéphane Lhomme, qui anti-nucléaire, anti-voiture électrique, anti-compteur Linky. Les compteurs Linky, c'est pour la France, mais ici, c'est le même système. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Stéphane Lhomme? Stéphane Lhomme, oui, c'est un activiste, on dirait, en France, quoi. Parce que dès qu'il y a quelque chose au niveau social, je crois que ses parents devaient être profs. Et il dit, mais il faut utiliser ses droits. Donc, il est un peu comme le juriste. Il dit, on utilise les droits. Donc, il connaît bien la réglementation. Il est spécialisé surtout dans tout ce qui est ondes. Mais, par exemple, il y avait des gitans qui avaient des campements insalubres que la municipalité voulait mettre dehors. Il a réussi à faire en sorte qu'ils soient relogés et tout. Enfin, il arrive à faire des actions, il agit. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui est dans l'action. Et puis, quand il pense que c'est injuste, ben, je veux dire, il va se lever et il va faire ce qu'il faut pour. Et là, par exemple, les compteurs Linky en France, donc je ne sais pas comment ça s'appelle au Québec, il s'est dit, moi, ces ondes-là sont nocives, un peu comme celles qu'on va nous mettre maintenant aussi, les 5G, etc. Mais il a lutté contre ça et c'est vrai que par exemple, nous, on a décidé de ne pas en avoir et on a pu très bien ne pas en avoir, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? J'ai perdu mon fil tout à coup et comme fil c'est moi, je vais me retrouver. Donc c'était Stéphane Lhomme là. Oui, Stéphane Lhomme, il est conseiller municipal en même temps, je crois. Hein. Oui, voilà. Dans sa localité. C'est vraiment quelqu'un qui agit sur plein de plans différents, quoi. Donc,
Voilà, alors c'est là, c'est la transition que je voulais faire aussi là-dessus, c'est par rapport à la politique aussi, parce que moi je regarde ce qui se passe en France, hein. Je regarde plus ce qui se passe en France que quand même, je suis un ancien Français, hein. Bon, je suis canadien, il n'y a pas marqué québécois sur mon passeport parce que bon, c'est un peuple, c'est une nation, mais c'est pas encore un pays, et ce qu'il le sera, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai encore perdu le fil. Alors donc oui, conseiller municipal, donc la politique et j'écoute Idriss Aberkane en géopolitique, ça m'intéresse ce qui se passe. Même François Asselineau qui fait qui fait des analyses formidables, etc. Mais comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de politique parce que on a l'impression que j'ai essayé j'ai coaché ici quelqu'un qui s'est présenté en politique, mais on dirait que on peut pas y aller. C'est quoi l'histoire? C'est complètement fermé. Pour moi, hein, ce que je trouve, je ne sais pas si Antoine pense la même chose, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour être, même, je veux dire, ce sont des marionnettes. Et si ils n'obéissent pas, ils sont destitués immédiatement d'une façon ou d'une autre. Ou ils meurent, on ne sait pas pourquoi. Ou, par exemple, il y a, comment il s'appelle, le président d'Amérique du Sud, là, Chavez, qui à un moment donné a dit, vous ne trouvez pas bizarre qu'on soit 3 présidents contre les États-Unis, dont une femme, je pense, à avoir un cancer en même temps? Je veux dire, parce qu'ils savaient. Ils peuvent pas. On connaissait une personne qui était... ça a un nom particulier, c'est-à-dire il sort des grandes écoles et après on va lui demander de donner des directives au ministre, au président, etc. Et d'aller soudoyer en fait les pays, les politiciens. Et il disait, si je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière et qui lui va agir. Et ça va être beaucoup plus grave. Et il dit, il y a des personnes avec qui j'étais amie, et je suis devenue amie à force de les voir, et j'avais pas envie de les voir disparaître, et après il a arrêté. Mais il dit, ça fait partie du travail. Ça veut dire que en politique, pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas compromis ne peut pas faire ce qu'il veut. À la limite, un maire, bon, peut-être, mais à un autre niveau, ça n'est pas possible tant qu'il n'y a pas de changement. Donc, c'est ça, je veux dire, et les gens qui ont envie de faire de la politique ne veulent pas croire ça, parce qu'ils se disent, mais non, on va y arriver. Ils peuvent pas y arriver. Ils peuvent pas parce qu'il y a beaucoup trop de pression derrière, et s'ils n'obéissent pas, de toute façon, ils auront pied et poings liés. Ouais. Mais est-ce que c'est une question très importante, très intéressante, parce que du coup, est-ce qu'on doit se désintéresser de la politique, ne plus voter comme le font certains, ou au contraire, c'est un vrai problème parce que la politique, c'est quand même normalement l'art de gérer la cité, hein. Donc, ouais. Alors pour le vote, en tout cas, le vote, ils sont trafiqués les votes. Alors qu'on vote pas, je pense que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. On ne tient pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on demande, de ce qu'on veut. Donc, avec les votes électroniques, maintenant, on peut tout faire. Tout faire sortir. Et on a vu des choses aberrantes, même dans nos communes. Donc, on sait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors, que faire? Voilà. Voilà la question. Et voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner? Non. Mais ça veut dire que pour l'instant, il faut savoir que on ne peut jouer que souterrainement parce que officiellement, on n'a pas je veux dire, les personnes qui vont être à des postes officiels, c'est parce qu'ils obéissent à des ordres. Et ceux qui n'obéissent pas, cette personne me disait, mais de toute façon, il y en a qui ont eu des accidents d'avion, on ne savait pas d'où ça venait, hein. Mais voilà. Et il dit, voilà, on s'en débarrasse. On sait très bien maintenant comment éliminer des personnes. Moi, dans mes formations, à la fin, on fera en présentiel ce qu'on appelle un CE5, CE5 rencontre du 5e type, hein, selon le process du docteur Stephen Greer. Et il est sur Gaïa TV. J'invite tout le monde à aller voir. Donc, divulgation Stephen Greer sur Gaïa TV.
il dit que quand il a commencé à faire ses CE5, ses CE5, la première fois sur une plage de Floride, il y avait son groupe autour de lui. Effectivement, ils ont fait une méditation, ils ont envoyé un message et il y a un ovni qui est arrivé. Et là, tout de suite après, la police, les militaires et tout ça. Et comme par hasard, les 5 personnes autour, je crois que c'était 5, je sais pas si j'étais combien, enfin un petit groupe autour, ils ont tous eu, mais lui aussi, un cancer. Voilà, mais carabiné. Et lui, il s'en est sorti. Bon, mais voilà, c'est. Lui aussi. Ah bah Ouais, mais, Stephen Gray. ouais. En tout cas, il est toujours vivant, Stephen Gray, et maintenant, il n'y a plus ce danger-là, parce que justement, il s'est fait médiatiser beaucoup aux États-Unis. Et donc, voilà, là, il a réussi. Et puis, c'est un médecin au départ. Enfin, il a eu la chance de ne pas mourir, mais sa compagne est décédée et tout ça. Mais maintenant, on est passé à un autre niveau. Et je crois qu'il y a pas à avoir peur, encore une fois. Non, il faut faire ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des postes où on sait que de toute façon, on n'aura pas les mains libres. Donc, est-ce que ça vaut le coup de donner beaucoup d'énergie alors Oui. qu'on sait que ça ne va pas marcher de cette façon-là, quoi. C'est ça. C'est une question je trouve, Moi, de c'est la temps. question que je me pose, hein. Bon, je ne fais pas Oui. de politique, mais je me dis, est-ce que je donnerai beaucoup d'énergie en sachant que de toute façon, je ne peux pas arriver au bout? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je peux faire par d'autres chemins, je peux arriver quand même à faire. Il peut y avoir des boycotts, il peut y avoir des tas de choses à faire. Mais je pense que dans les hommes politiques actuels ou les femmes politiques, il y a des personnes clés qui vont faire leur travail, mais d'une autre façon. Oui, mais d'une autre façon, peut-être différemment. Enfin bon, là, je pensais à François Asselineau parce que ses analyses sont formidables, etc. Mais il est interdit tous les médias mainstream. Voilà. Ah ouais. C'est le seul que je vois qui pourrait faire quelque chose. Alors là, je passe justement une question je pense que c'était Guylaine Langto, Guy. Comment passer du gouvernement de l'intelligence au gouvernement de la conscience? Alors, je ne sais pas si elle le disait pour son propre gouvernement intérieur ou extérieur. Comment passer du gouvernement de l'intelligence, donc l'intellect, au gouvernement de la conscience? J'ai parlé un petit peu de ça tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. On peut compléter. L'intelligence intellectuelle. C'est ça, le mental et la conscience, quoi. Vers la Voilà. C'est ça, oui, tu en as parlé, donc c'est peut-être pas la peine. Allez, on en prend une autre, puis ce sera la dernière. Allez. Allez, comment avoir la foi en soi? Comment avoir la foi en soi? C'est ça, c'est une question spéciale, là. C'est absolument important, en tout cas, d'avoir de l'amour pour soi et d'avoir de l'amour pour les autres. Parce que souvent, ce qui se passe sur la planète Terre, c'est que les gens ne s'aiment pas. Donc, ils ont du mal à aimer les autres, évidemment, aussi. Et c'est pas une histoire d'ego, mais les religions ont tellement dit qu'il fallait penser aux autres avant de penser à soi, que pour finir, les gens n'arrivent plus à se donner suffisamment d'estime et de confiance, que du coup, ils donnent leur confiance à n'importe qui, sauf à eux. Voilà. Et c'est ça qui est grave. Je veux dire, il faut vraiment qu'on retrouve l'estime de soi et la confiance, et puis en se disant, on va faire ce qui est à notre niveau, c'est tout. Mais je veux dire, on n'a pas... Et que, bon, tout ce qui est d'ordre soi-disant moral, en fait, moi, en visitant d'autres mondes, d'autres planètes et d'autres êtres, je m'aperçois qu'on n'a pas la même morale, c'est-à-dire la morale terrienne, elle est toujours en train de changer. On a le droit de faire ci, après on n'a plus le droit de faire ça, après il faut faire ça, après on est puni pour telle chose, après on va être puni pour... Il y a des grandes lois de pas tuer, de pas voler, etc. Ok. Je veux dire, après le reste, on s'aperçoit que ça change selon les pays, que ça change selon les époques. Il y a un militaire, par exemple, qui va faire tuer des millions de personnes, il va avoir sa statue au milieu d'une place publique. Il y a un gars, il va voler un pain, on va le mettre en prison. Donc c'est ridicule. Je veux dire, on ne peut pas tenir compte de ça. Donc il faut être au-delà, quoi. Magnifique. Magnifique. Il faut être conscient que moi, ce n'est pas le soi en moi. Ouais. Et donc, il faut être conscient de ça. Mais à chaque instant, à chaque moment de sa vie, savoir que le moi
c'est géré par le mental. Je reviens là-dessus. Et le soi, il est caché, il est là et il faudra lui donner la parole. Il faudra avoir confiance en soi. C'est le soi, c'est la partie plus haute que le mental. Il n'est pas là-bas, il est là. Magnifique. Magnifique. Ben, je pense qu'on peut arrêter là. C'est une belle conclusion, moins que vous vouliez compléter. C'est bon. Voilà. En tout cas, moi, j'étais super heureux. Donc, je redis à tout le monde, louez ce film ou achetez-le même. Je l'ai d'abord loué, puis je me dis, mais je suis con, moi, je peux l'acheter. Donc, pour 15... Je ne trouvais pas. Oui, exactement. Bon, bah, c'est des gros problèmes d'argent en ce moment, mais c'est autre chose. Donc, en tout cas, je vais l'acheter à nouveau. Et puis, bon, on va se reparler de tout ça parce qu'il faut vraiment voir ce film et le diffuser au maximum parce que franchement, c'est un lanceur de bonhommes ou de bonnes femmes. On a envie de se lever à la fin. Voilà. À la fin du film, ça donne du courage. Voilà. Ça donne la tête, en fait. Et c'est ça dont on a besoin en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça que là, je lance le truc, mais je sais avec qui je vais proposer ça pour qu'il soit vu ici au Québec dans une salle. Et je sais qu'à la fin, tout le monde va se lever debout, comme on dit. Et puis voilà, en tout cas, mille merci Anne et mille merci Antoine. Vraiment, j'ai oublié de le dire, mais je le redis, Anne, tu as été je te considère comme la marraine de ma chaîne parce que tu l'as fait. Voilà, tout le monde vient, il suffit que je dise ton nom, pouf, tout le monde arrive. Donc, c'est vraiment magique. Merci à vous deux. Et donc, tu es la marraine, mais tu n'es pas marraine, tu es la reine d'Antoine. C'est pas pareil, il faut rendre à Antoine ce qui appartient à la Schramm. Notre reine qui est sur Terre. Notre reine qui est sur Terre, absolument magnifique. Mille merci encore, je vous bénis, je salue le divin en vous. Merci Phil. Voilà. Allez, à une prochaine. Bye bye. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.